19 h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. L'éducation préscolaire, socle du développement durable, est le thème du premier salon des maternelles et garderies qui se tiendra du 22 au 26 août prochain au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le salon des maternelles et garderies SMAG compte prouver que l'enseignement préscolaire occupe une place de choix dans l'éveil des enfants et constitue un maillon indispensable dans le système éducatif béninois. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est mort samedi dernier à l'âge de 80 ans. La rédaction de ESAE TV salue la mémoire d'un grand homme de paix. À suivre dans cette édition, un portrait qui vous plonge dans les méandres d'un parcours initiatique qui reflète l'emblème d'un grand maître terrestre. Mathurin de Chacus, président d'OFMAS, président de la liste Bénin Football Nouveau Départ et probable président de la Fédération béninoise de football à l'issue des élections prochaines, a présenté et développé son plan d'action pour le renouveau du football béninois. Des détails sur cet entretien exclusif accordé à la télévision nationale dans un instant. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La première édition du Salon des maternelles et garderies SMAG Bénin démarre ce mercredi 22 août 2018. Une occasion pour les promoteurs d'exposer les offres éducatives disponibles chez eux afin d'aider les parents à opérer un choix idéal. Reçu pour en parler au cours des causeries Café Média Plus numéro 498 du vendredi dernier, la promotrice de l'événement a évoqué les grandes lignes d'une initiative des enfants. Voici un extrait des propos de Fidèle Zoubenou. Les organes existants dans le domaine de la préscolaire au Bénin afin de constituer une plateforme pour une plateforme numérique géographique de ces structures pour qu'on n'ait plus de difficultés à retrouver telle ou telle garderie ou maternelle. Et aussi corriger un tant soit peu le melting pot qu'il y a dans ce domaine. Parce qu'on a tendance à constater que des garderies naissent à tout vent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cela? On a aussi constaté que le Béninois n'a pas encore la culture de faire passer son enfant par la maternelle. Or, la maternelle, ce n'est pas un luxe, c'est un maillon du système éducatif. Donc, elle n'est pas à négliger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner plus de visibilité à ces structures et pallier aussi un peu aux difficultés et autres problèmes qu'ils rencontrent dans ce domaine. Le salon se tiendra du 22 au 26 au stade de l'Amitié, l'esplanade intérieure. Ce sera ouvert de 9 h à 20 h. Au cours du salon, il y aura une exposition pour les acteurs de la petite enfance. Il y aura aussi une conférence et aussi il y aura un espace qui sera dédié aux activités ludiques de l'enfant, parce que quand on dit enfant, on dit jeu et découverte, puisque l'enfant s'épanouit en jouant. Gestion décentralisée de la chose publique, l'école obligatoire des jeunes politiques pour le développement. C'est sur ce thème que s'est prononcé Roland Darefa, deuxième vice-président de l'Association nationale des élus locaux, communaux et municipaux du Bénin, ANELCOM Bénin. L'élu local d'Adjoun a expliqué qu'il n'existe pas d'école dédiée à la formation politique au Bénin. Il a ajouté que la politique n'est pas un secteur d'enrichissement pour ceux qui pensent ainsi. Pour plus de détails, on l'écoute au micro de nos reporters présents. Nous n'avons pas une école dédiée à la formation des acteurs politiques, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en France et ailleurs au niveau des grandes nations. Donc, il n'y a que ces expériences-là au niveau local qui puissent nous permettre d'apprendre et de nous aguerrir tout doucement dans le temps. C'est mieux que les partis politiques s'organisent pour avoir leur école. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici chez nous. Moi, j'ai milité un tout petit peu dans FCBE
mais je peux vous dire la main sur le cœur qu'à ce jour, je n'ai jamais bénéficié de la moindre formation. Eh bon, après moi, j'ai vu, après moi, j'ai vu un truc comme ça passer dans les médias. Je ne sais pas ce que ça devient. C'est compliqué pour les jeunes de militer dans les partis chez nous. Personne ne s'occupe de vous. Hein. Les gens, vous êtes commis à de petites tâches. Les gens ont l'habitude de dire sur les réseaux sociaux, il y a une expression qui me fait sourire, clébé. Vous êtes des clébés dans les partis politiques. Regardez avec moi et dites-moi exactement dans quelle formation politique au Bénin on a vu un jeune arriver et commencer par les b.a.-ba et faire une progression dans le temps. Et après que les aînés l'ont propulsé, on peut lui passer la main. Ça n'existe pas. Soit vous êtes dans la filiation et voilà, on vous transmet ça dans la famille pour toujours avoir un droit de regard sur la formation politique. Soit vous avez de gros moyens et vous achetez votre positionnement, vous achetez votre évolution. C'est hyper compliqué pour les jeunes. C'est hyper compliqué pour les jeunes. Ce n'est pas mon cas. Pour ceux qui m'ont vu faire, ce n'est nullement mon cas. Parce que moi, j'ai commencé d'abord... moi, j'ai eu, excusez, même si ça fait un peu se donner de la contenance, moi, j'ai eu un passif qui a milité en ma faveur. J'ai jamais été... nommé à un poste où j'ai géré l'argent public. Je pèse bien mes mots. Quand les gens se trompent, on dit c'est comme c'est un poste technique. C'est parce que je suis des médias et les gens savent comment il faut faire pour aller là. J'ai jamais été nommé par un décret, mon nom n'est jamais sorti dans un conseil des ministres à ce jour. Les jeunes ont dit à un moment donné, il faudra faire avec lui. Et les gens sont venus me coopter. Et ça n'a pas raté. Parce que dans l'histoire de ma commune, la preuve, aujourd'hui, je suis le plus jeune élu de la mairie. De loin. Je siège avec des gens qui tutoient 70 ans, qui ont 65 ans, qui ont 60 ans. Ils sont pleins, on est 15. Je suis le plus jeune élu. Donc, ça voudra tout dire. Ça voudra tout dire. Et donc, il faut que les partis revoient leur structuration. C'est important. C'est important. On n'a pas d'école. Il n'y a que là que nous pouvons apprendre. Contrairement à ceux qui pensent qu'il faut venir en politique pour s'enrichir, Dimitri peut en témoigner, je leur dis de bien se préparer, de bien serrer leur compte bancaire, de bien serrer leur poche. C'est bien le contraire. C'est bien le contraire. Vous êtes là aujourd'hui, simple conseiller que nous sommes, on vous appelle à 0h, on vous appelle à 2h du matin, on dit que telle femme de tel village de votre arrondissement est actuellement sur la table d'accouchement. La sage-femme ne peut plus avancer parce qu'il n'y a pas de caution pour payer tel sérum. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et un conseiller communal n'a pas de salaire. Dieu merci à Mobile Money. Aujourd'hui, moi, j'ai même arrêté d'utiliser ça. Parce que j'ai une très mauvaise expérience de ça et j'ai demandé qu'on me supprime ça. L'ancien secrétaire général de l'ONU, prix Nobel de paix 2001, le Ghanéen Kofi Annan, est décédé le samedi dernier dans un hôpital de Berne, en Suisse. Celui qui était qualifié de rockstar de la diplomatie a consacré 40 ans de sa vie au service des Nations Unies avant de rejoindre le groupe des Elders, terme anglais signifiant ancien ou sage, créé par Nelson Mandela afin de promouvoir la paix et les droits de l'homme. Voici le portrait de ce grand homme que nous propose Carles Kitomi. Né le 8 avril 1938 à Kumasi, la capitale historique de l'Empire Ashanti du Ghana, Kofi Annan a tiré sa révérence le samedi 18 août 2018 à l'âge de 80 ans. Après ses études en droit privé à l'Université de sciences et de technologie de sa ville natale, il bénéficie d'une bourse américaine qui le conduit au Macalester College aux États-Unis en 1961. L'ancien directeur du tourisme du Ghana entre en 1962 à l'Institut de hautes études internationales de l'Université de Genève en 1962. La même année, Kofi Annan commence à travailler comme fonctionnaire d'administration et du budget pour l'Organisation mondiale de la santé.
Entre 1971 et 1972, il obtient sa maîtrise en sciences de gestion au Massachusetts Institute of Technology et entre aux Nations Unies à la Commission économique pour l'Afrique, puis à la Force d'urgence des Nations Unies à Ismailia. En 1987 et 1990, il connaît une ascension. Kofi Annan est affecté au siège des Nations Unies à New York comme sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité. En 1993, il est promu sous-secrétaire général de Boutros-Boutros-Ghali. Le 1er janvier 1997, grâce au soutien des États-Unis qui ont empêché le second mandat de l'Égyptien en usant de leur veto, Kofi Annan devient le premier secrétaire général des Nations Unies issu de l'Afrique subsaharienne et il y sera jusqu'en 2007. Les mandats du Ghanéen ont été troublés par la guerre en Irak, des accusations de corruption dans l'affaire pétrole contre nourriture. En 2001, Kofi Annan reçoit conjointement avec l'organisation le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Kofi Annan a marqué de son empreinte l'ONU. Il a hérité en 2003 les États-Unis en qualifiant d'illégale l'invasion de l'Irak, une décision qui n'avait pas été entérinée par le Conseil de sécurité. Côté famille, Kofi Annan a convolé en juste noces avec la Nigériane Titi Alakija en 1965. Son fils Kojo et sa fille Ama sont nés de ce mariage qui prendra fin à la fin des années 1970. En 1984, il épouse Nen Ledjarjen, une juriste suédoise qui lui donnera sa fille Nina. Choisi en 2012 par l'ONU et la Ligue arabe pour mener la mission de médiation dans la guerre en Syrie, il démissionne 5 mois plus tard. Il accuse les grandes puissances d'avoir, par leur dissension, transformé sa médiation en mission impossible. Kofi Annan a pris part le 18 juillet dernier à la célébration du centenaire de naissance de Nelson Mandela à côté de Barack Obama, Bill Clinton, Bill Gates et d'autres sommités du Gotha mondial. Depuis l'annonce de sa mort ce samedi, les hommages fusent de partout. Il fut un homme d'État hors pair, peut-on retenir. Les 38 Béninois bénéficiaires des bourses du gouvernement chinois au titre de l'année académique 2018-2019 ont officiellement reçu leur lettre d'admission et leur billet d'avion vendredi dernier dans les locaux de l'ambassade chinoise au Bénin. L'ambassadeur de la Chine près le Bénin a introduit le contexte. Il est au micro de Carles Kitome. Cette année, 38 nouveaux boursiers sont choisis par 2 parties. Une partie par le ministère de l'Éducation de la Chine, dont 28 personnes. Une autre partie par le ministère du Commerce, dont 10 personnes. Parmi les 28 personnes, 3 sont supplémentaires grâce à votre bon résultat. Je vous félicite. Alors, les filières de ces boursiers sont très variées. Dans le commerce international, sciences environnementales, sciences sociales, gestion touristique, droit international, hydrologique, agronomie, sécurité informatique, communication, génie civil, relations internationales, littérature, etc., etc. À sa suite, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a remercié les uns les autres et a félicité les bénéficiaires de ces bourses. Elle est également au micro de Carles Kitome. Je voudrais surtout exprimer à votre endroit ma pleine admiration pour avoir réussi à passer le cap de cette sélection au moment où l'engouement des jeunes Béninois pour la Chine ne cesse de croître, autant que ça croît le nombre de demandeurs de bourses chinoises. Dans un tel contexte de compétition ardue, tout le mérite revient à vous qui avez réussi à décrocher le fameux sésame. Chères lauréates et chers lauréats, dans les tout prochains jours, vous allez découvrir avec un émerveillement certain un pays travailleur qui, sous l'impulsion de son gouvernement, affronte et relève au quotidien de nombreux et grands défis et devient par ce fait même une puissance désormais respectée et de plus en plus redoutée. En considérant le dynamisme qui caractérise ainsi ce pays, je vous exhorte à avoir toujours à cœur le motif et le but de votre voyage
et de votre séjour en Chine, si loin de vos parents et amis, si loin de votre patrie. Suivez l'exemple des anciens boursiers qui, après avoir laborieusement acquis des connaissances de tous ordres, n'ont jamais oublié leurs responsabilités dans la contribution au développement de leur pays, le Bénin, tout en faisant la promotion de l'amitié sino-béninoise. C'est le lieu et le moment de remercier le gouvernement chinois pour avoir apporté au Bénin depuis de longues années son aide désintéressée dans différents secteurs, dont celui de l'enseignement supérieur. Je voudrais sincèrement remercier ici l'ambassadeur pour tout l'appui qu'il apporte à notre sous-secteur de l'enseignement supérieur à travers la bourse. Et je crois dans quelques mois, la construction d'infrastructures. Monsieur l'ambassadeur, sincèrement, merci pour tout ce que vous faites pour notre sous-secteur. Retour sur les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration de la fête de l'IAM le mercredi 15 août à Savalou. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, native de Savalou, a marqué les festivités à travers plusieurs activités. Elle a à cet effet rencontré les populations pour rendre compte du niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Les acquis, les exploits du régime, les projets en œuvre en cours et la décision du chef de l'État relative à la renonciation d'une révision constitutionnelle par voie référendaire ont été exposés et passés en revue. Compte rendu. Célébration du 15 août de l'an 2018. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Marie-Odile Atanasso, native de la commune de Savalou, a marqué les manifestations officielles de cette édition de la fête de l'IAM à Savalou à travers une myriade d'activités de haute portée. Ainsi, le lundi 13 août dernier, accompagnée d'une forte délégation de son département ministériel, Marie-Odile Atanasso s'est fait pour devoir de rencontrer les populations de Savalou, de Tieti et de Banté de manière distincte. Des séances d'échange à l'allure de reddition de comptes pour informer et sensibiliser les populations sur les projets phares du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Par la même occasion, il a été effectué un bilan à mi-parcours de l'exécution du dit programme qualifié de très ambitieux. Les projets lancés, les réalisations, les acquis et les perspectives n'ont pas été occultés. Les populations se réjouissent de cette démarche qui vient dissiper les intoxications longtemps agitées par les détracteurs du régime en place. À la visite de notre sœur, la ministre, nous avons vu qu'elle nous a apporté d'éclaircissements par rapport à tout ce que le chef de l'État est en train de faire sur le plan national et particulièrement pour notre commune. Nous avons vu par rapport sur l'éducation et sur l'agriculture. On a vu que le président ne nous a pas oubliés. Le président nous a dit, pendant les élections, nous avons vu qu'il n'a pas fait des promesses électorales. Donc, il est en train de joindre l'acte à la parole. Par rapport à son PAG, il est en train d'évoluer. Par la même occasion, il leur a été également expliqué en langue locale les réelles motivations du gouvernement, en l'occurrence celles du chef de l'État, qui ont conduit à l'abandon du projet de révision constitutionnelle par voie référendaire. Lors des échanges, la ministre, à travers un dialogue à bâton rompu avec les populations, a évoqué la problématique liée à la valorisation des richesses et des cultures de la communauté Mari. À cet effet, la ministre a rassuré les siens que les démarches sont déjà entamées et se poursuivent pour révéler au monde les valeurs gastronomiques et culturelles du peuple Mari. Elle a saisi l'occasion pour attirer l'attention de ses parents sur les richesses du manioc et a présenté les ambitions du gouvernement pour l'amélioration de la production et de la productivité. Nous avons parlé de la cantine, nous avons parlé des universités qui ont été restructurées, nous avons parlé de transport, nous avons parlé de l'asphaltage, des routes qui seront construites, des écoles, nous avons parlé des décrets qui ont été pris pour sécuriser la santé de la population. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de tout ce que le gouvernement a fait depuis avril 2016. Et je crois que la population nous a écoutés. Et il y avait de fausses informations. Je crois que notre passage leur a permis qu'ils aient une idée claire de ce qui se fait depuis que le gouvernement est en place.
Le mardi 14 août 2018, la deuxième édition du géant festival Teviroué a tenu ses promesses. Initiée par la ministre Marie-Odile Atanasso, cette édition a drainé du monde et s'est convergée avec les manifestations au Palais Royal de Savalou. Élus locaux, communaux, députés à l'Assemblée nationale, autorités politico-administratives, acteurs politiques, acteurs culturels, vénérables dignitaires de religions endogènes, nombreux sont-ils à avoir effectué le déplacement pour communier autour de cet idéal. Et comme l'indiquent les rituels propres à la tradition, des libations et invocations sont faites pour demander la clémence des dieux et leur bénédiction avant la consommation de l'igname issu de la nouvelle récolte. Nous ne célébrons pas que l'igname, nous célébrons aussi la culture. Et comme vous le savez, la culture fait partie du programme d'action du gouvernement, le développement. Nous voulons faire du Bénin un pays visité, un pays touristique, un pays dont nous allons valoriser les atouts, un pays qui serait demandé par tous les touristes. Restons dans le même registre. Dans le cadre de la fête de Niam, une élection Miss baptisée Miss 15 août 2018 a eu lieu. Puis s'en est suivi le concert Gbetcheoun qui a drainé des populations environnantes, fans de la musique traditionnelle. Un concert offert par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. Reportage. Dans la même journée, Marie-Odile Atanasso a rejoint ses homologues de l'eau, de l'agriculture, de la défense, les maires de Savalou et de Dassa et l'autorité préfectorale intérimaire pour le lancement de 15 forages offerts par le gouvernement du président Patrice Talon afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations environnantes. Ces 15 forages, d'un montant global de 235 millions de francs CFA, sont prévus pour être réalisés dans un délai de 2 mois et demi. Au jour d'aujourd'hui, Savalou se réjouit du fait que déjà, il y a un pas qui est fait sous l'ouverture de la voie qui quitte Savalou pour Diga. Il y a également que je dois de façon tacite dire ce que j'ai ressenti la dernière fois quand j'ai rencontré le chef de l'État sur la demande que nous avions faite à son adresse pour l'équipement d'un transformateur sur l'AEV de Tchéti. Dès qu'il a reçu le message, le président a mis la main à la poche et a sorti ses propres fonds à hauteur de 22 millions pour que le transport soit acheté et soit installé pour la bonne cause des populations. Et ceci est allé droit au cœur. J'ai rendu compte d'ailleurs au conseil communal qui s'en est réjoui. Dans 2 mois et demi, les forages doivent être terminés. Productifs. C'est 15 forages productifs pour avoir au moins 150 mètres cubes heure. Si on fait une production de 10 heures par jour, ça nous fait environ 1500 mètres cubes. Ça change tout. Ça change tout dans Savalou. Absolument tout. Savalou a un besoin environ de 2100 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 300. Rien que 10 heures. Pour les 15 forages qui vont venir, si on a les 10-10, pour les 15, ça nous fait 1500 plus 320 1800. Donc il suffit seulement d'aller à 12 heures de pompage par jour et c'est réglé. Donc cette solution d'urgence que nous avons trouvée va régler de façon, je dirais, définitive la question de Savalou. Dans la soirée du mardi, telle une examinatrice curieuse, la ministre Marie-Odile Atanasso a suivi de bout en bout toute la cérémonie de distinction de la plus belle femme de cette fête de 15 août 2018. À l'issue de la compétition, ayant opposé de jeunes Savaloises, la ministre de l'Enseignement supérieur a participé elle-même à la remise de prix à la Miss et à ses dauphines. Je suis René Tatameyon, j'ai 23 ans. Je fais 1m112 pour 55 kg. Je suis en traduction bilingue. Mimakatono, nous venons de me tomber dans le doigt. Ni Savalou na inukon, et quand Robio Mido Savana inukon. Bewe mina doko, balo dalome, mina tite bo Savalou na inukon. Mi me Savavi Didier, mi wena tite, muna salo dalome. Ni nona donne, muna blonde do fidion, nous ya weno yi.
Le grand jour, le mercredi 15 août, étant jour de l'Assomption chez les fidèles catholiques, a été marqué par une grande messe. Aux côtés de la ministre, d'une part les misses de la célébration du 15 août 2018 et d'autre part les honorables députés Girac Benochi, Jean-Eudes Okoundé et Valère Tchobo. Après les rituels eucharistiques propres à cette commémoration, des photos ont été prises sur le pavillon de l'église pour immortaliser la fraternité qui régnait sur les visages. De nous retrouver de tous les horizons de la diaspora au niveau national, dans toutes les régions, nous nous retrouvons. Ça nous permet de nous retrouver entre nous, de faire entre cases le bilan de quelques activités pour le développement de la région et également de nous montrer notre unité et notre solidarité pour le développement de la commune et également pour le développement du pays. Je dis que le Bénin se développe et que nous soyons tous unis du nord au sud pour la mise en œuvre du programme d'action du président Patrice Talon pour le bonheur de toute la population. Cette année, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a honoré la musique traditionnelle lors des manifestations officielles en offrant un concert baptisé Gbetcheun. Plusieurs musiciens traditionnels sont venus égayer. Pour mémoire, le 15 août de chaque année est un jour exceptionnel pour les natifs de Savalou. À chaque fête de l'Assomption, la ville de Savalou célèbre la fête de l'Iam, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement, après des cérémonies rituelles, la consommation des Iam fraîchement récoltés des champs. Sport à présent, unique candidat aux élections à la Fédération béninoise de football FBF, le samedi 26 août prochain, Mathurin Dechacus, président d'OFMAS, s'engage à redresser le football béninois afin de redonner confiance aux partenaires, dont les sponsors et le public. Au détour d'un entretien exclusif accordé à la télévision nationale, il ressort que Mathurin Dechacus et son groupe entendent mener d'importantes réformes dès leur accession à la tête de la Fédération béninoise de football pour le renouveau du sport roi au Bénin. La transparence et la crédibilité de l'institution, bâtir ensemble un football performant pour faire grandir notre pays, le Bénin, l'effectivité d'une direction technique nationale DNT et la disponibilité de moyens adéquats pour accompagner la jeunesse sont entre autres quelques grandes ambitions que l'on peut retenir à l'issue de cette sortie médiatique. Le président Dechacus demande à tout le peuple béninois d'accompagner par la prière le futur comité exécutif qui se dit prêt pour développer le football béninois. Les sélections nationales hommes et dames du Bénin se sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN FIBA à 3-3 Lomé 2018. C'est à l'issue des éliminatoires de la zone 3 qui se sont déroulées en fin de semaine dernière au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Lario Sadiak-Beno pour le point. Représenté uniquement en homme à la première édition de la CAN FIBA 3-3 l'an dernier, le Bénin va y participer cette année dans les deux catégories. Aux éliminatoires de la zone au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les 16 et 17 août 2018, l'équipe masculine a terminé deuxième de son groupe derrière le Nigeria et devant le Cap-Vert avec un bilan de 4 victoires sur 5. Romario Akpati et ses coéquipiers ont battu le Niger 21-13, le Burkina 17-8, le Cap-Vert 12-11, et la Guinée par forfait avant de chuter face au champion en titre, le Nigeria, 16-9. Déjà, ce que je tire de ce tournoi pour les phases continentales, c'est qu'il faut vraiment jouer de l'explosivité. Sur ce dernier match, qu'est-ce qu'on observe? C'est que quand le panier est rentré, on est à la traîne. On est à la traîne, il faut prendre le ballon, jouer automatiquement. Nous, on marque, on laisse les autres. On marque un point, on laisse les autres nous marquer 2 points. Je crois que c'est ce qui a plus payé dans ce match. Voilà, sur les dernières minutes. Le point positif que j'ai retenu, c'est déjà une très bonne organisation au niveau de la fédération qu'il faut encourager. Ensuite, féliciter vraiment mes coéquipiers parce que l'équipe qu'on a présentée l'année dernière a dit vrai, cette équipe elle est meilleure. Défensivement, elle est meilleure. Les dames ont quant à elles occupé la 3e place de leur poule en battant notamment les Ghanéennes 14-7. Dans le groupe, elles sont devancées par leurs homologues du Mali, championne en titre, et de la Côte d'Ivoire. Aïcha Kondo revient sur la prestation de l'équipe béninoise durant le tournoi, notamment la défaite face au Mali 9-17. Moi, je ne pense pas qu'on ait vraiment fait un mauvais match parce que
Le Mali, en temps normal, quand il joue contre le Bénin, on sait à quoi s'attendre. Et là, ce n'était pas vraiment pas l'impression que nous a donné. Le Mali a joué contre d'autres équipes aussi, on a vu ce que ça a fait. Donc en même temps, moi, je trouve qu'on s'est bien défendu. C'est vrai, on n'a pas été à droite. Et ça ne vient pas du jour au lendemain, ça, il faut vraiment le travailler. Donc dans le fond, je suis fière des autres joueuses. On a bien défendu. La preuve, elles n'ont pas mis les points qu'elles mettent avec d'autres équipes, malgré qu'elles sont plus fortes. Donc on a fait le meilleur de nous. On a fait ce qu'on pouvait faire pour défendre les couleurs. Ça ne suffit pas, il faut qu'on redouble encore plus d'efforts. On est conscient de ça. Cela va de soi car à la phase finale à Lomé du 9 au 11 novembre prochain, le niveau va être plus élevé qu'à 16 éliminatoires de zone. Dans la catégorie féminine, le Nigeria, le Burkina Faso, le Cap-Vert et le Niger sont les qualifiés de l'autre groupe. Avec les défections de la Gambie et de la Guinée, les 8 équipes en lice sont qualifiées pour la compétition. En revanche, sur les 10 équipes masculines engagées, le tableau des qualifiés de la zone se présente comme suit. Le Bénin, le Nigeria, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso. Ces équipes de la zone 3 disposent de 2 mois pour mieux peaufiner les automatismes. Elles vont retrouver au Togo les vainqueurs du tournoi qualificatif du Madagascar, l'Égypte, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et Madagascar chez les hommes, ainsi que l'Ouganda, l'Égypte et la République démocratique du Congo chez les dames. Parlons de la préparation des équipes pour la deuxième édition de la CAN FIBA 3 contre 3. Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, assure du renforcement des sélections béninoises avant la compétition proprement dite. De son côté, le responsable 3 contre 3 FIBA, Afrique Olivier Cambéré, apprécie le niveau des éliminatoires de Cotonou. Ils sont au micro de Larios Adjagbenon. L'objectif pour nos deux équipes était d'avoir la qualification pour les phases finales de Lomé du mois de novembre. Et nous avons atteint l'objectif de tout le travail qui a été fait, ça a donné les résultats. Et ce qu'on peut dire, pour ce qui concerne l'encadrement, nous allons continuer à travailler et renforcer un peu plus leurs capacités avant novembre. Également, si possible, faire appel à des compétences béninoises qui évoluent dans des grands championnats dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe, et pouvoir aborder les phases finales de Lomé avec beaucoup plus de chances de triomphe. Voilà ce que je peux dire. Donc franchement, en tout cas ici, je dis merci au coach Mohamed Lanian Di-Elemeze qui a fait un travail formidable avec les enfants. Eux-mêmes, ils ont reconnu que ce soit les dames et les hommes et les garçons. Et ils ont reconnu qu'un travail sincèrement terrible, formidable a été fait. Et c'est grâce à ça que nous avons eu ces résultats et grâce à l'engagement des jeunes également. FIBA 3-on-3 Africa Cup qui s'est déroulé l'année dernière au Togo, on peut dire que le niveau a considérablement évolué, que ce soit aux éliminatoires de Madagascar et les éliminatoires de Lomé et de Cotonou, parce que les équipes qu'on arrivait à battre facilement l'année dernière, ce sont ces équipes-là qui miraculeusement ont battu ce qu'on appelait les pays du basket. Donc je peux vous dire que les pays ont beaucoup travaillé au niveau du 3x3 et cela peut se démontrer aussi au niveau du score et pratiquement aussi au niveau des fautes, puisque maintenant nous avons moins de fautes techniques au niveau du 3x3. Donc nombreux sont les pays qui travaillent au niveau de la pratique du 3x3. Donc on peut dire que le niveau a considérablement évolué. Au niveau du 3x3, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'Afrique de l'Est. Les inscriptions ont commencé, ont pris fin dans le mois de janvier 2018. Et à la fin de ce délai-là, nous avons reçu un nombre total de 22 pays inscrits pour cette édition. Donc ce qui nous a permis de pouvoir organiser ces éliminatoires, vu le nombre de participants du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous avons divisé en deux groupes évidemment les pays participants. Et par rapport à la position géographique, il y avait plus de pays d'Afrique de l'Ouest qui participaient et comme nous avons le Bénin qui était candidat pour l'organisation des éliminatoires, donc on a préféré, pour éviter les coûts exorbitants des transports, nous avons préféré mettre la plupart des pays ouest africains sur les qualifiers du Bénin. Et on peut dire aussi qu'au niveau de Madagascar, on avait aussi un nombre conséquent de pays participants qui était au nombre de 8.
Donc je peux dire donc, que c'est toute l'Afrique en fait qui a cette fièvre du 3x3 et qui participe pleinement à l'évolution de cette discipline. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur EZAO TV. Merci pour l'attention et passez une agréable fête de Tabaski en compagnie de nos programmes sur les www.ezaotelevision.com. Bonne soirée à toutes et à tous.